Bonjour à tous, je m'appelle Robin Gère et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui. Salut Anne. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui mes travaux de thèse qui vont porter notamment sur les innovations au service de la puissance et de l'explosivité et vous montrer à travers ça en quoi nos recherches et nos avancées technologiques du laboratoire ont du sens pour la performance. Donc pour faire un petit rappel, qu'est-ce que fait le laboratoire aujourd'hui Sport Expertise Performance pour la performance? On a une première mission qui est l'analyse, que ce soit l'analyse des performances physiques des athlètes ou l'analyse en compte rendu avec les coachs. À partir de cette analyse, on met en place une politique de recherche et d'innovation. Recherche pour essayer de rendre les sportifs plus performants et innovation pour essayer de répondre aux problématiques des athlètes et des coachs pour répondre à leurs problématiques de performance. Enfin, on va faire du transfert de connaissances comme sur des séminaires aujourd'hui. On va essayer de transférer les connaissances acquises à travers la recherche et l'innovation aux praticiens et on en fait aussi directement en rapport avec les coachs ou les athlètes. Donc mes travaux de thèse, ils s'articulent autour du développement des qualités musculaires pour réussir à réaliser des meilleures performances motrices, notamment sur tout ce qui va être explosivité et vitesse. Si on s'intéresse un petit peu à l'évaluation musculaire aujourd'hui, l'évaluation principale musculaire, c'est l'évaluation de la force via la méthode du 1RM. Aujourd'hui, on est sur ce type d'évaluation de 1RM, donc de la force maximale, que ce soit sur pardon, on peut faire soit sur, pardon, soit sur un mouvement de squat, de développé couché, etc. Cette évaluation elle a du sens, notamment pour calibrer l'entraînement musculaire. On va pouvoir le calibrer en fonction de la force. Mais elle a également du sens parce que sur une même discipline, généralement, les athlètes qui ont un plus haut niveau de force, il y a des corrélations qui existent pour montrer que l'athlète ayant un plus haut niveau de force que l'autre sur la discipline a généralement un meilleur niveau de performance. Pourtant, si on s'intéresse aux disciplines olympiques, notamment qui ont lieu à l'INSEP, et même des disciplines comme l'escalade qui seront aux prochains Jeux olympiques, la puissance et l'explosivité va avoir beaucoup plus de pertinence dans l'entraînement. On est beaucoup plus sur une relation entre la puissance et l'explosivité pour créer une performance. Cette puissance et cette explosivité, elle peut s'évaluer à l'aide de la relation entre la force et la vitesse. Donc cette relation, elle est assez simple à comprendre. Plus je développe de la force, moins je suis capable d'aller vite, et plus je suis capable d'aller vite, moins je suis capable de développer de la force. Donc ici c'est une relation force-vitesse qui représente, ça a été fait par l'équipe de l'INSEP en fonction c'est un projet ministériel avec la Fédération française d'athlétisme et ça représente la relation entre la force et la vitesse de différents groupes de sprinteurs, les 50 meilleures performances mondiales féminines, les 50 meilleures performances mondiales masculines et ici en bleu la meilleure performance de tous les temps par Bolt. Ils ont tracé ces régressions entre la force et la vitesse à l'aide de données récoltées sur le site de l'I2AF et à l'aide d'un algorithme simple, ils ont réussi à récupérer les données de force et les données de vitesse de chaque athlète. Ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, les meilleures sprinteuses féminines développent moins de force au départ, donc quand leur vitesse est nulle, que les sprinteurs masculins. On peut voir aussi que les sprinteuses féminines, elles vont être limitées dans leur production de force à haut niveau de vitesse à partir de 10 mètres par seconde. A contrario, les hommes vont pouvoir produire des vitesses, les meilleurs sprinteurs, jusqu'à 11 mètres par seconde. Si on regarde par exemple Bolt, ça ne va pas être le sprinter qui va développer le plus de force lors du départ. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas le plus performant sur le départ. Par contre, ça va être le seul qui a des vitesses de 12 mètres par seconde, va encore être capable de créer de la force. Et c'est pour ça que Bolt va réussir à accélérer là où tous les autres vont atteindre leur vitesse maximale. À partir de cette relation, si on multiplie chaque point de la vitesse par la force, on obtient une relation puissance-vitesse et ça nous permet de calibrer l'entraînement, non pas en fonction cette fois-ci de la force, mais en fonction de la puissance, avec des zones d'entraînement de force maximale, puissance-force, puissance-vitesse et vitesse maximale. En fonction de ces zones, l'entraîneur il va pouvoir calibrer l'entraînement, soit par exemple si on veut un entraînement en force avec des résistances plutôt isocinétiques ou iso-inertielles, ou alors, si on s'intéresse vraiment à la vitesse maximale, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va plus calibrer l'entraînement. On va pouvoir pour ça utiliser plein de différents types de mouvements, notamment les mouvements balistiques, donc qui vont entraîner une projection de charge. Donc on va avoir tout ce qui est mouvement avec projection, que ce soit le medicine ball, que ce soit un saut en longueur, un saut en hauteur,
ou alors même une projection de barre de développé couché. Tout ce qui va être technique de contraste de charge ou de statodynamique, pliométrie ou haltérophilie. Et généralement, ces méthodes d'entraînement, elles sont un petit peu choisies avec l'intuition. Il n'y a pas vraiment de règle qui dit qu'il faut mieux utiliser une méthode plutôt qu'une autre. Et c'est souvent l'intuition du coach qui décide d'utiliser telle ou telle méthode. Si on fait le parallèle avec la physiologie, quand vous faites un test physiologie de VO2 max ou de VMA, vous associez toujours la VMA ou la PMA, donc en km/h, donc une donnée mécanique, à une donnée physiologique. Par exemple, aujourd'hui, vous faites un test aérobie, vous avez toutes vos données de VO2, de seuil lactique, de seuil respiratoire, de fréquence cardiaque et de lactate. Ça vous permet de mieux calibrer votre entraînement, que ce soit sur la stratégie à utiliser. L'objectif aujourd'hui du laboratoire, c'est de réussir à mieux calibrer l'entraînement à partir justement de couplage entre paramètres mécaniques et paramètres physiologiques. Alors qu'est-ce qu'on a sur le muscle pour pouvoir faire ça? Il y a quelque chose qui est bien connu, c'est la typologie musculaire. Quand on s'intéresse à la typologie musculaire, on sait bien que par exemple un sprinter va avoir beaucoup plus de fibres rapides. Alors qu'est-ce qu'on a comme moyen pour mesurer cette typologie? On a une manière qui est invasive, qui est la biopsie musculaire. Alors ici par exemple, vous allez voir une petite vidéo de biopsie musculaire, donc c'est Colin Jackson, donc un des meilleurs hurdlers mondiaux. Et la technique de la biopsie musculaire, c'est prendre un bout de muscle, une carotte de muscle, et ensuite l'analyser au microscope. Donc c'est douloureux pour l'athlète, c'est pas très agréable, et on ne se voit pas faire aujourd'hui des biopsies musculaires sur tous nos athlètes à l'INSEP. Par contre, on trouve des données quand même un petit peu intéressantes sur ces biopsies. On trouve par exemple que Colin Jackson, il a un pourcentage de fibres rapides beaucoup plus élevé qu'un sportif lambda, et il a également un pourcentage de fibres rapides beaucoup plus élevé que les sprinteurs danois qui ont un niveau moindre. Ça s'explique assez facilement par la relation entre la force et la vitesse de chaque type de fibre. Effectivement, sur des vitesses élevées, il y a seulement les fibres de type 2, donc rapides, qui vont être capables de produire de la force. Donc, ces évaluations, elles sont intéressantes, mais elles sont de façon, on va exporter le muscle au microscope, donc on va exporter le muscle de sa situation. Donc nous, on va essayer de faire quelque chose de rendre globale cette évaluation, et donc de s'intéresser non pas qu'au muscle, mais aux relations entre le muscle et le tendon, parce que le muscle, c'est le producteur de force, et cette force, elle est transmise aux os via les tendons pour produire un mouvement. Et les tendons, on sait qu'aujourd'hui, qu'en fonction de la qualité du tendon qu'on va avoir, on va être capable de mieux amplifier son mouvement sportif, ou mieux on peut l'amplifier ou on peut l'économiser. On peut avoir une économie du geste plus importante. Et ce tendon-là, en fonction des qualités des athlètes, on va avoir plein de tendons différents, plus ou moins raides. Et en fonction de l'entraînement, on va pouvoir modifier cette raideur de tendon. Un tendon raide, il permettra de restituer des forces beaucoup plus importantes au sol. A l'inverse, un tendon compliant, il permettra d'emmagasiner plus de force, mais moins d'en restituer. Et aujourd'hui, on a montré qu'un entraînement pliométrique ou un entraînement en force permettait de modifier cette raideur du tendon. Il existerait une raideur optimale pour les athlètes de haut niveau pour courir plus vite, et pour l'instant, nous n'avons pas encore réussi à déterminer cette raideur optimale. Pour analyser le muscle, aujourd'hui, il y a des technologies qui existent comme l'échographie, et avec l'échographie, vous pouvez regarder le muscle de manière non invasive, donc sans prélever une fibre musculaire. Et là, ce que vous pouvez voir ici, c'est les aponevroses, donc l'enveloppe du muscle. Et à travers cette enveloppe, on peut voir des fascicules musculaires. Ces fascicules, ils représentent des paquets de fibres. Et donc, on peut mesurer la longueur de ces faisceaux musculaires. On a également une donnée intéressante sur ces muscles, qui est l'angle de pénation. L'angle de pénation, ça va être l'angle qui est formé entre le fascicule musculaire et l'aponévrose inférieure. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner comme information? On sait que des sportifs qui ont des plus longs fascicules vont être capables d'avoir une vitesse de raccourcissement du muscle qui est plus importante. On sait, à contrario, que des sportifs qui ont un plus grand angle de pénation vont être capables de stocker plus de matériel contractile en série et donc de développer plus de force. Ces paramètres-là, ils sont également entraînables. On a montré qu'après un entraînement balistique de plusieurs semaines, on était capable d'augmenter la longueur de sa fibre. Et après un entraînement en force de plusieurs semaines, on était capable d'augmenter cet angle de pénation. À l'aide des nouvelles technologies, on est capable d'analyser sur des mouvements simples, comme la course et la marche, le comportement
de la fibre musculaire au cours du mouvement. À l'aide de soft de développement, on est capable de regarder le comportement de la fibre musculaire, mais également de l'angle de pénétration. Et aujourd'hui, on est capable de le faire sur des mouvements beaucoup plus rapides, parce que nos échographes ils sont capables d'aller jusqu'à plus de 10 000 images par seconde. Alors, avec le laboratoire, et notamment en partenariat avec le laboratoire de Nantes, on a mis en place un test simple qui visait à mesurer cette vitesse maximale de raccourcissement fasciculaire. Donc le test qui a été mis en place, c'est un mouvement balistique de flexion plantaire de cheville. Donc on demandait à la personne de passer de cette position-là à cette position-là en ayant l'idée de projeter la charge le plus rapidement possible. Et on a regardé ce qui se passait au niveau de la vitesse articulaire et au niveau de la vitesse des fibres musculaires. On a trouvé deux informations intéressantes. La première, c'est qu'il y avait une corrélation forte entre la vitesse maximale des fibres musculaires et la vitesse maximale articulaire. Donc si l'athlète a la capacité à contracter ses fibres musculaires rapidement, il sera plus en mesure de produire une vitesse élevée. Autre chose intéressante qu'on a trouvée, c'est qu'il y avait une participation à plus de 50% des tissus tendineux. C'est-à-dire que le muscle permettait de créer de la vitesse, mais l'interaction entre le tendon et le muscle était très importante, parce que le tendon contribuait de plus de 50% à la production de vitesse. Donc ces mesures, on a essayé de faire évoluer ces mesures. Et si on regarde un petit peu ce qu'on mesure en balistique, on est très proche de la vitesse maximale, mais on n'y était pas complètement. Donc on a essayé de mettre en place un test au laboratoire l'année dernière pour essayer d'identifier exactement cette vitesse maximale. Donc ce test-là, il est un petit peu complexe, c'est le slack test. Alors en fait, on demandait à la personne de contracter de façon isométrique. Sur la pédale, et ensuite la pédale bougeait à une vitesse supérieure aux capacités maximales du sujet. Et on demandait au sujet d'essayer de rattraper la pédale le plus vite possible. On a réussi à développer ce test grâce à un ergomètre qui a été co-développé par le laboratoire de l'INSEP et par la société Héraclès Technologies. Donc c'est un ergomètre, aujourd'hui on a mis un moteur de voiture dedans et qui nous permet de solliciter l'articulation sur n'importe quel mode de résistance. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé des relations de fascicules. Donc ici en noir, vous avez la vitesse du faisceau en balistique qui est comparée à la vitesse des faisceaux sur différentes conditions en slack test. Alors, c'est un petit peu complexe, mais en gros, ce qu'on a trouvé, c'est que la vitesse du faisceau en slack test, elle était pas vraiment compatible avec ce qu'on cherchait sur le terrain parce que c'était plus une vitesse de faisceau passive. Nous, on cherchait vraiment une vitesse de faisceau contractile. Donc on a gardé comme vitesse maximale, on a gardé le test du balistique. Par contre, ce qui était intéressant, c'est dès que l'articulation est sollicitée à des vitesses extrêmes, on a une participation bien plus importante des tissus tendineux, ce qui montre, dès qu'on va chercher la vitesse ou la survitesse, on va avoir une participation énormément importante des tendons. Donc, cette étude du balistique, comme c'était notre méthode de référence, elle a été utilisée sur des sprinters à l'INSEP de haut niveau. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont mesuré ? Ils ont mesuré, par exemple, sur la relation force-vitesse articulaire des sprinters, sur juste le test de cheville, que les sprinters, ils étaient plus rapides que les sportifs classiques. Et ils développaient également plus de force. On a comparé ça aux meilleurs sprinters français. Et sur un geste de cheville, donc qui n'est pas du tout écologique, le meilleur sprinter français, il était capable d'aller beaucoup plus vite que les autres sprinters. Donc même avec un test simple de cheville, on arrive à avoir des informations qui sont pertinentes d'un point de vue écologique et d'un point de vue de situation de terrain. Et ce qui était intéressant, c'est que ce sportif, ce meilleur sprinter français, il n'était pas plus rapide parce qu'il n'était pas capable de contracter son muscle plus vite, mais parce qu'il était capable d'utiliser beaucoup mieux ses structures élastiques. Il avait un meilleur tendon pour retransmettre son énergie. Alors, là, on va partir. Donc là, on a parlé de la vitesse. On va parler sur une deuxième qualité qui est déterminante dans de nombreux sports. Cette qualité-là, c'est l'explosivité. On va la mettre en relation avec Daniel Narcisse, qui est un joueur de hand de l'équipe de France. Donc l'explosivité, je trouve que cette action identifie bien le terme d'explosivité, c'est développer le maximum de force dans un temps très court. Si on regarde un petit peu des timings d'action pour développer de la force, on a des timings d'action qui sont assez longs sur du drop jump, qui vont de 1 demi-seconde à 80 ou 90 millisecondes de timing d'action sur des tâches comme le sprint. Et donc, de façon identique à la vitesse maximale, on a lancé la semaine dernière
des protocoles d'études visant à évaluer les qualités explosives. Alors comment on évalue les qualités explosives? La technique générale, c'est de faire un mouvement isométrique et de regarder quelle pente de force on est capable d'avoir au cours de différentes fenêtres d'analyse, donc 0 à 25 millisecondes, 0 à 50 millisecondes, 0 à 100 millisecondes et 0 à 200 millisecondes. Plus ma pente de force est élevée, plus je vais être capable de développer de l'explosivité et plus je vais être capable d'être explosif sur mon mouvement. Et donc on a corrélé ces mesures d'explosivité sur des tests, toujours sur la même machine, mais cette fois-ci sur des tests isométriques, à des mesures échographiques pour voir ce qui se passait au niveau du muscle et du tendon lors d'exercices isométriques. Donc ça, c'est une vidéo qui a été ralentie 200 fois. Et ce qui est intéressant à noter, vous voyez, sur une contraction isométrique où l'articulation ne bouge pas, le muscle, il se contracte à des vitesses très très importantes. Donc là, c'est ralenti 200 fois, mais en temps réel, le muscle a vraiment un raccourcissement qui est important. Et si on voit un petit peu le bas de l'image, on va avoir l'aponévrose inférieure qui va bouger. Et à l'aide d'un modèle, on est capable de voir que le tendon bouge aussi. Donc pendant ces exercices explosifs, le muscle a son importance parce qu'il se raccourcit énormément, mais la contribution du tendon est très importante pour les exercices explosifs. On va essayer de mettre ça en valeur sur les prochaines semaines. Donc aujourd'hui, on a deux méthodes qui nous permettent d'évaluer les propriétés des tendons et des muscles des athlètes. L'idée maintenant, c'est de voir quel type d'entraînement, quel impact chaque entraînement peut avoir sur ses qualités de muscles et ses qualités de tendons. Donc on va tester différents protocoles d'entraînement, que ce soit du balistique, du statodynamique ou de la pliométrie. Donc d'ailleurs, s'il y a des entraîneurs ici qui sont intéressés pour tester leurs athlètes sur différents protocoles d'entraînement, on est preneur. Et de voir, après entraînement, est-ce qu'on est capable de modifier sa relation, est-ce qu'on est capable déjà de modifier ses propriétés tendineuses et ses propriétés musculaires? Est-ce qu'on est capable de modifier sa vitesse articulaire? Est-ce qu'on est capable de l'augmenter? Et est-ce que ça se traduit sur une augmentation des performances en tâches écologiques comme le saut ou le sprint? Alors, on va coupler ces différentes méthodes d'entraînement avec des méthodes d'entraînement qui sont également innovantes. Notamment, aujourd'hui, cette méthode d'entraînement qui est dite iso-inertielle, donc à charge classique, elle est souvent dépassée. Elle est dépassée pourquoi? Pour produire des hauts niveaux de force, des hauts niveaux de vitesse et des hauts niveaux de puissance à cause de l'inertie. Vous avez tous déjà soulevé une barre au développé couché. La barre au développé couché, la sensation de poids, elle est forte au début. Et dès que vous avez réussi à mettre de la vitesse sur la barre on a l'impression que la barre se soulève toute seule. Ça, c'est un problème d'inertie. Une fois que vous avez vaincu l'inertie, la barre, on a une sensation que la barre ne pèse plus rien. Et donc, sur cette fin de mouvement, on ne développe pas des vitesses élevées et pas des puissances élevées. Pour contrecarrer ça, on va utiliser des nouvelles technologies d'entraînement musculaire, comme les appareils, par exemple, pneumatiques, qu'utilisent les Américains, notamment depuis 1980, et l'ergomètre qu'on a co-développé, que le laboratoire a co-développé avec la société Héraclès. Si on regarde un petit peu, par exemple, sur ces ergomètres pneumatiques, les gains qu'on peut avoir de puissance ou de vitesse lors du mouvement, sur un entraînement de vitesse à 45% de ARM, on voit qu'en charge pneumatique, on est capable de développer des vitesses 1 à 1,5 fois plus élevées qu'en charge constante. Donc c'est très intéressant pour tout ce qui est sport à dominante vitesse, comme par exemple le cyclisme sur piste, ou également des sports un peu plus techniques comme le football. Autre chose intéressante qu'on peut avoir sur ces ergomètres, sur par exemple la force. En pneumatique, on va développer un petit peu moins la force sur tout le mouvement qu'en iso-inertiel ou qu'en balistique. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fin de mouvement, on est capable de produire plus de force là où on ralentit la charge en fin de mouvement en concentrique. Donc si on est sur des sports où on a besoin d'une lourde projection à la fin de mouvement, comme sur la lutte ou comme au rugby, on a besoin de mettre de la force sur la fin de mouvement, ces technologies pneumatiques sont à privilégier. Sur une étude par exemple qui a été réalisée sur 12 semaines sur des athlètes néo-zélandais, ils ont comparé deux groupes d'entraînement, un qui s'entraînait avec de la résistance classique et un avec de la résistance pneumatique. Et les développements à la suite de ces études ont montré des gains en force plus importants sur la résistance classique, mais par contre en vitesse et en puissance beaucoup plus importants sur les groupes qui s'entraînaient avec la résistance pneumatique. Notre objectif, c'est donc de coupler ces nouvelles méthodes d'entraînement et d'évaluation musculaire avec le couplage l'évaluation des qualités du muscle et du tendon afin de pouvoir mieux interpréter les qualités et de permettre au coach de mieux entraîner.
Je tenais à remercier notamment l'équipe qui m'encadre pour la thèse, notamment Gaël Guilhem, qui est directeur du laboratoire Sport Expertise Performance, Antoine Nordez et Sylvain Dorel, et également nos associés Hugo Auray et Joseph Rabita. La boîte qui aujourd'hui paye une partie de ma thèse, donc Actech, qui est revendeur de Kaiser sur l'Europe, Héraclès System avec lequel le laboratoire co-développe ses ergomètres, Université de Nantes, Libre de Bruxelles et le laboratoire Motricité Interaction Performance de Nantes avec qui on travaille, et également la Fédération Française d'Athlétisme, l'INSEP et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour tous les projets de recherche liés avec les athlètes ici, à l'INSEP. Je vous remercie. Bien. Merci Robin. Merci pour la présentation, très claire. On va peut-être une timing à peu près. Donc la séance est ouverte aux questions, remarques, commentaires, échanges, discussions. Daniel qui ose à peine lever la main. Bonjour, excusez-moi, je suis devenu tout de suite timide à cause de mon extériorisation de mon domaine d'expertise, mais je veux quand même poser une question. Alors, à Robin, je veux poser une question, comme je t'ai répondu tout à l'heure. J'ai pris ça un peu en cours, mais je pense qu'il y a un travail d'ergométrie qui est remarquable, évidemment. Moi, la question que je voulais te poser, tu me parles à un moment donné du mouvement. Comment on peut placer cette corrélation d'une manière précise, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités qui sont décrites, etc. Je ne connais pas grand-chose, mais en tout cas, sous l'ergomètre, j'imagine que c'est parfait. Sur un geste qui s'effectue sur le terrain, comment tu fais le rapprochement? La deuxième question qui est totalement périphérique, mais qui m'intéresse quand même, quand tu parles de ton ralenti là, sur l'échographie, c'est juste pour moi. Peut-être qu'il y a une nouvelle technologie que je ne connais pas. Est-ce que c'est un ralentissement d'image ou est-ce que c'est une cadence qui est augmentée en fait? J'ai pas compris la dernière question. Est-ce que c'est une caméra qui enregistre plus vite ou est-ce que c'est un ralenti? Mais ça, c'est vraiment. C'est une caméra qui enregistre plus vite. Elle peut enregistrer jusqu'à 10 000 images par seconde. C'est pas un ralenti? Hein. Non. Non. C'est une augmentation de l'information, ça s'appelle comme ça. En fait. C'est ça. C'est une caméra rapide. Et la première? Alors la première question, elle est intéressante, Daniel. Alors c'est vrai qu'on évalue ce comportement sur des situations qui ne sont pas du tout écologiques, qui sont très simples, une flexion de plantaire, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à entraîner sur des mouvements, et d'ailleurs les recommandations sur la puissance, etc. sont sur des mouvements pluriarticulaires. Pour autant, ces informations, elles semblent pertinentes. Par exemple, quand on a fait l'étude sur les sprinters, les sprinters qui étaient capables d'avoir la cheville qui allait le plus vite, c'est quand même les sprinters qui étaient capables d'aller le plus vite sur le terrain. Donc ce segment-là a déjà une importance. Ensuite, la chose qui est importante là-dessus, c'est que ça permettrait, en analysant finement le comportement entre le muscle et le tendon, de rajouter dans l'entraînement des mouvements très simples, des mouvements monoarticulaires qui sont peu sollicitants pour l'organisme et qui permettraient justement d'adapter le tendon à la performance pour avoir un meilleur contact ou une meilleure pose d'appui au sol. Et donc c'est juste rajouter des petites briques dans l'entraînement qui permettraient de rendre l'athlète plus performant. Bravo Robin pour la présentation qui est toujours très claire. Donc ça c'est un compliment que je souhaitais te faire. Est-ce que tu peux revenir à la diapo d'avant, celle où tu mesures des progrès en comparant deux types de méthodes? J'ai besoin de comprendre quelque chose, c'est que tu as dit tout à l'heure en préambule que finalement ce qui faisait la différence entre les grands sprinters, c'était leur capacité à produire encore de la force à des très grandes vitesses. Et une des questions que je me pose, c'est quel est le test qui fait office de référence qui nous permettrait de dire que ces gains de force sont comparables à ce qui est produit à très très grande vitesse. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que ça, aujourd'hui, la vitesse maximale, elle est trouvée à l'aide d'une régression qui est faite à partir de la pente force-vitesse. Donc on n'est pas sur des valeurs de vitesse maximale qui sont développées par l'athlète. Et donc l'idée qu'on pourrait avoir, c'est justement réaliser ce test-là sur une tâche écologique de sprint en obtenant la vitesse maximale à laquelle est capable de courir l'athlète sur une tâche de sprint, par exemple.
Et donc ça permettrait d'avoir la vitesse maximale, la vitesse pas maximale, mais la vitesse où l'athlète est quand même encore capable de produire de la force pour améliorer sa performance. Je ne sais pas si j'ai été clair, Norbert. Sur... Si, je peux peut-être compléter un petit peu la réponse. En fait, on avait dans les cartons, mais technologiquement on ne peut pas faire aujourd'hui, de reproduire ce type de manip qu'on a fait évidemment dans les conditions de labo qui sont plus éloignées du terrain, à la situation de départ en sprint. On est très limité par la longueur du câble de l'écho qui fait 2 mètres. 2 mètres, voilà. Et donc, il faudrait plus. On va pas bien loin, donc il nous faudra un câble qui passe entre 10 et 15 mètres pour avoir au moins 20 à 30 mètres sur toute la phase d'accélération. Technologiquement, c'est faisable. Il suffirait simplement que la boîte nous produise ce câble-là. Et donc, on serait capable non seulement de reconstruire les relations que Robin a présentées. Alors, il n'a pas précisé, mais c'est le déplacement du centre de gravité du sportif. On n'est pas du tout au niveau local. D'avoir ces informations et en même temps de pouvoir savoir quelles sont les vitesses atteintes à chaque pas au niveau de la vitesse de raccourcissement fasciculaire. Et donc là, c'est, à mon avis, ce sera un pas vraiment intéressant à franchir. Je te le laisse enchaîner. Du coup, comme tu disais, c'est une histoire de technologie qui ne vous permet pas d'aller jusqu'aux 20 mètres. Mais après tout, les plus grandes vitesses sont atteintes au-delà de ce centaines. Les grands sprinteurs. Donc, est-ce que ça veut dire que vous êtes essentiellement sur la force qui est déployée à des vitesses qui sont celles de la mise en accélération, hein, et est-ce que c'est reproductible pour ce qui va se passer avec des placements différents, je dirais, aux 60-65 mètres? Parce que c'est pour 20 mètres qui a les plus grandes vitesses. Alors à 40 mètres, on a déjà 90-95% de la Vmax. On ne dit pas, mais on est pas là. Bah, voilà, c'est pour juste réappuyer ce qu'a dit Gaël. Ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont atteindre... Moi, par exemple, je vais atteindre ma vitesse max, je pense, au bout de 10 ou 15 mètres. Mais un bon sprinter, il va atteindre sa vitesse max, c'est vrai. Mais après, on peut tout imaginer sur l'écho. Si on est capable d'avoir un câble de 40 mètres, on est capable d'en avoir un de toute manière de 60 mètres et de voir ce qui se passe justement à des vitesses submaximales. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que sur des mouvements balistiques, et ce qu'on a étudié, on est sur des vitesses qui sont plus importantes que celles qu'on obtient en sprint parce qu'on n'a pas toute la composante du poids de corps. Parce qu'on inhibe le poids de corps vu qu'on met la personne en position allongée. Et sur des mouvements balistiques, on peut vraiment aller chercher une vitesse qui est très très proche de la vitesse maximale théorique. Plus rapide que celle qu'on a au sprint sur le niveau articulaire. Il y a une autre question. Bonjour, la plupart des compétitions des sports sont polyarticulaires polycycliques. Il y avait une épreuve qui a été développée dans les années 80 et 90 par Henri Vandewal à Vitesse-Salpêtrie appelée l'INSEP, qui était une force de freinage, fréquence maximale de pédalage ou de manivelage, qui permettait finalement de bien définir la force bien pure, de la vélocité, de la coordination. C'est vrai que c'est pas très pur comme vitesse, mais c'est assez explicite. Est-ce que vous essayez de corréler un petit peu pour avoir plusieurs épreuves comparatives? Alors, ces études-là, elles ont été faites sur du pédalage. On a quantifié le raccourcissement du faisceau lors du pédalage pour voir ce qu'il pouvait y avoir comme interaction. Alors là, c'est plus Gaël qui pourra vous en dire dessus. Moi, là-dessus, j'ai pas... En fait, non, parce que je ne suis pas un investigateur de ces travaux que vous présentez, on fait le même travail sur le cyclisme. Et par rapport à ce que vous évoquez, il y a un but assez intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pense, en cyclisme, on a des phases de freinage, on a des phases excentriques au niveau musculaire. On n'est pas que dans des phases de propulsion, on est dans des phases d'étirement aussi. Voilà. Donc je pense que c'est dans les cartons, ils sont assez efficaces les collègues, donc vous allez voir, sortir ça très bientôt. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est l'application à des gestes écologiques. Vous avez bien compris qu'on n'y était pas, mais qu'on cherche à y aller, d'amener ces technologies de labo vers le terrain. D'autres questions? J'en profite pour vous dire que Renaud Longueff, qui est avec nous, est arrivé et qui participera à l'intervention de Simon. Merci encore Robin, je crois qu'on peut te féliciter une nouvelle fois. Merci. Bien, pendant que tout le monde se réinstalle, je vais prendre 2 petites secondes pour juste pas présenter, parce qu'on ne le présente plus, mais donc l'arrivée de Renaud Longueff, qui est manager général du sprint au sein de la Fédé. Non, de l'équipe de France. De l'équipe de France, de manière globale, excuse-moi, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Il était du côté du bâtiment C, c'est les salles Athènes, on ne sait pas trop où ça se situe. Je connais pas bien l'INSEP, malgré les années qu'il a passées ici. Donc on l'accueille pour qu'il témoigne avec vous de l'utilisation qu'il fait de tout ce que peut apporter l'INSEP de manière générale et le labo en particulier cet après-midi. Et puis avant cela, on va écouter Simon Avrillon, qui est lui également en 2e année de thèse, qui est en contrat doctoral avec l'université Paris-Saclay et qui travaille ici à l'INSEP.
Voilà. Donc on va écouter pour 10-15 minutes et puis on va laisser ensuite Renaud intervenir. Au moins 10-15 minutes. On laissera la place aux questions. À toi Simon. Merci Gaël pour la présentation. D'abord merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir. On intéresse d'autres personnes que nos parents, c'est cool. Du coup je vais vous parler aujourd'hui de... Donc Robin vous a parlé comment on pouvait optimiser les propriétés musculaires, comment on pourrait les optimiser dans le futur avec des nouveaux ergomètres. Et moi je vais vous expliquer, ou en tout cas vous proposer des explications sur comment on peut pérenniser ce travail en évitant que ces muscles se lèsent, se blessent pendant notamment le sprint. Et on va s'intéresser surtout aux ischio-jambiers. Pourquoi les ischio-jambiers? Parce que en s'intéressant aux données épidémiologiques sur les compétitions de haut niveau internationales, notamment en athlétisme, on se rend compte que ce sont les muscles les plus touchés. Sur le taux d'incidence, donc le nombre de blessures, sur la totalité des blessures musculaires, par exemple sur les biceps, on est environ à 2% des blessures totales, les muscles du mollet, on est environ à 20%, et les ischio-jambiers, on est à plus de la moitié, 53,5%. Donc c'est une problématique qui est centrale aujourd'hui, et qui en plus ne diminue pas d'année en année. Sur une étude qui a été faite sur les clubs de football qui participent à la Ligue des Champions, qui sont censés être les clubs le plus en avance en médecine, en recherche, en méthode d'entraînement, on a une augmentation quasi continue du nombre de blessures d'année en année. En moyenne, on est à plus de 4% par saison de blessures aux ischio-jambiers. Sur toutes ces blessures, on a 13% de récidive et on a une indisponibilité d'environ 2 à 3 semaines. Donc ça reste une problématique centrale. Donc l'idée de cette présentation, c'est de vous expliquer que font les ischio-jambiers pendant la course à pied, à quoi ils servent, et d'où peuvent venir ces blessures, et comment on fait, qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui à l'INSEP comme nouveau moyen de comprendre et d'essayer d'enrayer cette dynamique qui est plutôt vers la hausse des blessures plutôt que la baisse. Donc si on prend l'exemple du sprint, c'est souvent pendant le sprint qu'arrivent ces blessures musculaires aux ischio-jambiers. Vous avez ici une reconstruction de l'utilisation des muscles d'Asafa Powell pendant le sprint. Vous voyez les muscles modélisés en bleu. Si on passe du bleu au rouge, on a une activation, une production de force active des muscles. Et vous voyez, si on s'intéresse aux ischio-jambiers, qu'ils sont activés juste avant la pose du pied, avant l'appui, à la fin de la phase d'envol. Donc tout ceci est un modèle, mais on est à peu près sûr que ça se passe comme ça. Alors, comment notre corps distribue cette activation, comment on organise nos coordinations musculaires pendant le sprint et pendant la course à pied? En fait, les signaux sont envoyés du cortex, du tronc cérébral et de la moelle épinière vers un ensemble de muscles. Et pendant la course à pied, on va distribuer l'activation de manière concomitante à plusieurs muscles. Chaque muscle va être activé à un certain niveau et la combinaison de toutes ces activations vont permettre de produire une force, un moment articulaire, et la combinaison de ces moments articulaires vont permettre de produire la locomotion et donc la course à pied. On pourrait croire, vous comme moi, qu'on se déplace tous de la même manière, qu'on a des stratégies qui sont à peu près communes, mais en fait, il existe une infinité de stratégies qui sont uniques et chacun d'entre nous va choisir la solution qu'il considère comme optimale, c'est-à-dire qu'on va limiter le coût énergétique ou le coût mécanique. Donc ces stratégies sont individuelles et sont issues en général de notre apprentissage moteur. Si on s'intéresse plus particulièrement aux ischio-jambiers, on se rend compte pendant la course à pied, donc ce qu'on a vu précédemment, qu'on a une production de force active à la fin de la phase d'envol. Donc le muscle s'active et produit de la force juste avant la pose de l'appui, qui est modélisée par les pointillés. Et ce qui est intéressant, si on s'intéresse aussi à la variation de longueur, c'est que cette production de force active, elle est concomitante à un allongement du muscle, ce qu'on appelle une contraction excentrique. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau musculaire? Robin vous l'a montré. Via l'échographie haute fréquence, où on peut avoir 1000 images secondes au moins, on est capable de voir ce qui se passe au niveau du muscle. Donc vous avez les aponevroses supérieures et inférieures et les faisceaux musculaires, des paquets de fibres qui s'insèrent sur les aponevroses. Et vous voyez ici sur une contraction excentrique qu'on a un allongement de ces faisceaux. Donc là vous voyez, ça s'allonge, ça s'allonge. Et on va même avoir une diminution de l'angle de pénétration qui va permettre encore d'augmenter cet allongement de l'unité muscle-tendon. Le problème, c'est que cette contraction, ce type de contraction, va avoir des impacts sur la structure du muscle. Donc ici, on a un sarcomère, qui est l'unité contractile du muscle, qui permet la production de force, et vous avez ici une coupe microscopique, où vous avez les filaments fins et les filaments épais, en gris et noir, et les lignes M et les disques Z qui délimitent ces sarcomères. Lorsqu'on a une contraction excentrique qui est répétée ou inhabituelle, réalisée à une intensité élevée, on va observer des dommages musculaires, une désorganisation de ces structures. Cette désorganisation des structures est associée à une baisse de force,
et donc à une perte fonctionnelle qui est plus ou moins longue dans le temps. Si on s'intéresse au muscle global, on va avoir de blessures musculaires, de lésions musculaires, et sur la course à pied, on va définir cette lésion, notamment au ischio-jambier, lorsque la contrainte imposée au ischio-jambier dépasse les limites mécaniques du muscle. Donc on va avoir plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est l'accumulation de dommages musculaires. On a des appuis qui sont répétés pendant des sprints, et on va avoir une contrainte imposée au muscle qui est répétée. Cette contrainte va entraîner l'apparition de dommages, une baisse de la capacité de dissipation, et dès que ça dépasse cette capacité de dissipation, ça pète, on a une blessure. L'autre cas de figure, c'est sur un événement unique, une perte de contrôle musculaire peut-être, un moment où on va trop loin, la contrainte dépasse ses capacités de dissipation et on a une lésion musculaire. Donc voilà, c'est les deux cas de figure qui sont rapportés en général dans la littérature et qui vont entraîner l'arrivée d'une blessure. Là où on en est aujourd'hui, c'est que cette contrainte, on l'évalue d'un point de vue global. Les ischio-jambiers en général ont cette contrainte et cette capacité de dissipation. On n'est pas capable, les ischio-jambiers c'est un groupe musculaire composé de 4 muscles, on n'est pas capable de différencier ces différents muscles. Alors, quelles sont les origines? Dans la littérature, si on parle d'abord de force musculaire, les premières origines, ça serait un déficit de force produit par les ischios par rapport au quadriceps. Donc on l'évalue par des ratios de force, notamment sur ergomètre isocinétique, on verra ça plus tard. Et on va avoir du coup un équilibre entre force produite par les quadriceps et force produite par les ischio-jambiers. Si les ischio-jambiers sont plus de 2 fois, produisent une force 2 fois inférieure à celle des quadriceps, on a un risque de blessure, on a un déficit de force des ischio-jambiers. On a un autre ratio qui est plus fonctionnel, c'est un ratio qui va mettre en rapport la force concentrique des quadriceps en se raccourcissant et la force excentrique des ischio-jambiers. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites une course à pied durant la dernière phase, la phase d'envol, en fait les quadriceps ils se raccourcissent en produisant de la force et les ischios s'allongent en produisant de la force. Donc ça se rapproche plus de ce qui se passe pendant la course à pied. Et là encore, on estime qu'on a un déficit de force lorsque les ischio-jambiers produisent un niveau de force excentrique inférieur à la même force produite par les quadriceps. Une autre théorie qui est complémentaire, en fait, c'est multifactoriel, les sources de blessures sont multifactorielles, on n'a pas que des déficits de force, on a aussi des problèmes de coordination musculaire, des problèmes possibles de coordination musculaire. Donc on a vu qu'on avait tout à l'heure des stratégies qui étaient individuelles d'un individu à l'autre, et en fait, et je vous avais dit que ce choix de stratégie était fait de manière à ce qu'on limite un coût énergétique ou un coût mécanique. Et en fait, on se rend compte que des fois, chez des individus, au sein d'une population homogène, ces coordinations, elles ne s'avèrent pas optimales. Et du coup, on va utiliser des muscles qui ne peuvent pas forcément produire autant de force qu'on le souhaiterait. Et ça va entraîner une fatigue accrue et donc une altération des capacités des ischio-jambiers. L'autre possibilité, toujours dans le champ des coordinations, c'est la perte de contrôle moteur. Pendant le sprint, à un moment, on perd contrôle sur notre muscle, on va empêcher, on ne va pas déclencher un réflexe qui permettrait au muscle de ne pas s'allonger au maximum. Et le fait de perdre ce contrôle sur le muscle va entraîner un allongement trop important et donc l'apparition d'une lésion musculaire. Un autre paramètre global qui est souvent rapporté, c'est la souplesse des ischio-jambiers. Si les ischio-jambiers sont trop raides, on a un risque de blessure qui est trop important et qui augmente. Enfin, on l'a vu tout sur le comportement des fibres et du muscle pendant l'exercice, si on a un allongement associé à une production de force, on a l'apparition de dommages musculaires et donc possiblement de blessures. Et plus précisément, si on a une déformation et un allongement des fibres musculaires, là encore, on va en avoir un risque de blessure, un risque d'apparition de dommages musculaires. Donc notre objectif, ça va être d'aller observer ces paramètres, coordination musculaire, propriété de force, de souplesse, non pas sur le groupe musculaire global, mais sur chacun des muscles. Et d'observer dans un premier temps les coordinations musculaires, les stratégies individuelles de distribution de la force, dans un second temps les propriétés mécaniques des ischio-jambiers, et enfin, et je passerai là-dessus la parole à Renaud, comment on va optimiser la performance, comment on va éviter les risques de blessure. Donc dans un premier temps, on va voir les coordinations musculaires. Je vais juste définir 2 termes avant qui vont vous permettre de mieux comprendre l'objectif de nos 2 études. Lorsqu'on produit une force avec nos muscles qui va dans la même direction que la force produite par l'articulation, on va parler d'action agoniste. Par exemple, si j'étends ma jambe, mes quadriceps vont se raccourcir pour produire cette extension du genou,
et donc mes quadriceps produiront une force agoniste, une action agoniste. Pendant le même temps, mes ischio-jambiers vont produire une force aussi pour stabiliser l'articulation du genou. Cette force sera contraire à l'extension du genou, et ça sera une action antagoniste. Pourquoi je vous explique cette différence? Parce que nos deux études, en fait, elles ont dans un premier temps voulu observer les stratégies de coordination parmi les muscles pendant une action antagoniste, d'accord? Notre seconde étude pendant une action agoniste. Donc première étude, c'était pendant une extension de genou, pendant qu'on allongeait le genou et que nos quadriceps produisaient de la force. Et la seconde étude, c'était pendant une flexion de genou, pendant que les ischio-jambiers étaient vraiment les producteurs de force et permettaient la production du mouvement. On a utilisé une méthode qui s'appelle l'élastographie pour avoir la force de chacun des muscles. Donc je vais aller doucement, je vais essayer de bien vous expliquer cette méthode parce qu'elle est assez centrale dans nos études. Donc en fait, c'est sous forme d'échographie que vous avez ici, vous avez notre échographe, d'accord, et la sonde qui est ici. Donc cette sonde va produire des ultrasons de manière focalisée sur le tissu musculaire. Comme lorsque vous jetez un caillou dans l'eau et qu'on a une onde qui se propage dans l'eau, eh bien la même onde va se propager sur le muscle, ce qu'on appelle une onde de cisaillement. Plus cette onde, on va mesurer sa vitesse de propagation avec l'échographie. Plus cette onde ira lentement, plus la couleur qu'on aura sur l'échographe, qui est ici, sera bleue, et donc le tissu sera élastique. Plus la couleur ira vers le rouge, plus le tissu sera raide, et donc plus la force produite sera importante. On a mesuré cette force pendant une contraction volontaire maximale, un état passif du muscle, et la différence entre les deux permettait de mesurer la force réelle produite par le muscle. En gros, si jamais on n'a pas de différence entre MVC et passif, ça veut dire que le muscle ne produit pas de force. D'accord ? La seule force produite, c'est la force passive. Si on a une différence entre les deux, le muscle a produit de la force. Qu'est-ce qu'on observe parmi les muscles ischio-jambiers? Le semi-tendineux, semi-membraneux et biceps fémoral. Le semi-tendineux et semi-membraneux, pas de différence entre les deux, donc pas de production de force en moyenne. Par contre, on remarque sur le biceps fémoral, entre les deux états, qu'on a une différence. C'est-à-dire que chez nos sportifs, chez les personnes testées, on a possiblement une activation de certains sujets. Par contre, statistiquement, ça ne sort pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une grande variabilité dans notre population. Et si on regarde les valeurs individuelles, vous voyez qu'ici, on a une activation pour la plupart de nos participants du biceps fémoral. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Sans aller trop loin dans ces résultats, ça veut juste dire que dans une population homogène, notre population de sujets, eh bien, on avait des stratégies qui étaient différentes. D'accord? Ces stratégies d'activation différenciaient d'un sujet à l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une même population, certaines personnes vont activer leurs muscles des ischio-jambiers, d'autres non. Donc ça nous a donné envie d'aller plus loin, d'aller voir ce qui se passait vraiment quand le muscle des ischio-jambiers produisait de la force en agoniste, ce qui est le plus intéressant pour la course à pied. Donc là, on a utilisé une méthode différente. On a mesuré d'abord la capacité de production de force des ischio-jambiers. Donc comment on réalise ça? On fait une IRM, on mesure le volume musculaire de chacun des muscles, puis on va mesurer l'architecture du muscle avec une échographie, on va surtout mesurer la longueur des faisceaux. Ça va nous donner quoi comme information? Ça va nous donner la quantité de matériel contractile, en gros, combien de force le muscle est capable de produire au maximum. D'accord? On va mettre ça en relation avec le niveau d'activation musculaire. Et si, par exemple, mon muscle est activé à 20%, eh bien, je produis 20% de la force maximale que mon muscle peut produire. Et donc, j'ai un niveau de force pour chacun des muscles. D'accord? Vous avez ici, pour chaque sujet, jambe gauche, jambe droite, et chacun des muscles d'une différente couleur. D'accord? Et vous avez ici deux sujets. Si on regarde la répartition de la force parmi les muscles, chez deux sujets, à 20% de la force max et à 50% de la force max, eh bien vous voyez qu'on a des stratégies de distribution de l'activation qui sont différentes. Ce sujet-là va plus activer le muscle semi-membraneux jambe gauche, va plus activer le semi-tendineux et le semi-membraneux jambe droite. Donc déjà d'une jambe à l'autre, ça se différencie. Et si on compare ce sujet 1 au sujet 2, eh bien vous voyez que le sujet 2, lui, c'est carrément le biceps fémoral qui est plus activé des deux côtés. Donc on a des stratégies qui sont complètement différentes d'un sujet à l'autre. Donc qu'est-ce que ces deux études mettent en évidence?
Dans un premier temps, donc c'est un résultat que la force antagonise l'ischio-jambier est seulement le résultat de la tension passive. Donc ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est surtout qu'on a des différences individuelles extrêmement importantes sur l'activation du biceps fémoral. Ça veut dire qu'un participant, au sein de notre population, plusieurs stratégies ont été observées. Le second point à retenir, c'est qu'au sein d'une population homogène, quand le muscle agit en agoniste, on a là encore des coordinations musculaires qui varient beaucoup. Et ce qui nous reste à déterminer, ce qu'on est en train de faire, c'est de voir si ces stratégies sont optimales ou non. Est-ce que c'est le fait que dans une population, des personnes n'activent pas leur ischio-jambier de manière optimale serait un risque pour la survenue d'une blessure. D'un point de vue pratique, comment ça va évoluer à la suite de ces résultats? On va essayer de mettre en place, chez les athlètes, chez les sportifs, des protocoles d'entraînement du contrôle moteur pour justement optimiser ces stratégies, pour que ces stratégies soient le mieux distribuées possible et donc être capable d'être le plus optimal possible dans l'utilisation de nos ischio-jambiers parmi les muscles. Et on va essayer de personnaliser les programmes d'entraînement et de renforcement musculaire. Comment on peut faire? Il y a beaucoup d'études qui sortent aujourd'hui qui permettent d'évaluer sur chacun des gestes de musculation, donc là on a un leg curl, d'évaluer la contribution de chacun des muscles. Donc je vous définis pas la méthode, comment ça fonctionne, c'est fait à partir des IRM, mais en gros, plus la valeur est importante, plus le muscle a été utilisé sur cet exercice. Donc par exemple sur le leg curl, vous voyez que le semi-tendineux est le muscle le plus utilisé, peu importe la région, qu'elle soit distale, médiale ou proximale, c'est le muscle le plus utilisé. Le biceps fémoral est un peu moins utilisé, le sillon membraneux encore moins. Ces valeurs, elles sont vraies pour cet exercice de musculation, mais d'autres valeurs sont obtenues avec d'autres exercices. Donc par exemple, un autre exercice permet de mieux activer le biceps fémoral, un autre exercice permet de mieux activer le semi-membraneux. Donc en fait, en voyant comment chaque sportif utilise ses ischio-jambiers, si on souhaite plus travailler un muscle par rapport à un autre, on va être plus précis dans l'utilisation de nos exercices de musculation. Et on va individualiser ces exercices en fonction des sportifs. Donc c'était la première partie sur les coordinations musculaires, et maintenant je vais vous présenter la seconde partie d'une grande étude qu'on a lancée il y a un an et demi à peu près, sur les sportifs de l'INSEP. Et l'objectif, ça a été de mesurer les propriétés de force et de souplesse de plusieurs sportifs de plusieurs pôles. On est à peu près à 80-90 sportifs aujourd'hui, et je vais vous présenter les résultats. Donc déjà, pour vous préparer un peu, pour vous faire comprendre pourquoi on a voulu mesurer ces paramètres de force et de souplesse, on a vu tout à l'heure qu'un des prédicteurs de dommages musculaires, c'était le travail mécanique dissipé par les sarcomères. C'est quoi? En gros, c'est la force produite par les sarcomères pendant qu'ils s'allongent. Donc vous voyez, le travail freinateur, c'est la force multipliée par la déformation. Donc du coup, on comprend mieux pourquoi on veut mesurer la force et la souplesse, parce qu'en mesurant la force produite par les ischio-jambiers et leur capacité de déformation, on est capable de savoir en gros quelles contraintes ils peuvent supporter. Et donc notre objectif a été d'identifier ces paramètres dans une population de sportifs de haut niveau, ceux de l'INSEP. On a mesuré avec un ergomètre isocinétique les capacités de production de force du quadriceps et du ischio-jambier, et on a mesuré avec l'élastographie que je vous ai présenté tout à l'heure, l'élasticité ou la souplesse de chacun des muscles des ischio-jambiers. Donc ici vous avez le résultat de souplesse pour la population entière. Chaque point représente un sportif testé et vous avez la moyenne sur une barre verticale rouge. D'accord ? Plus cette valeur est importante, plus le muscle est raide, plus cette valeur est faible, plus le muscle est élastique. Donc vous voyez ici, sur la jambe dominante, dans toute notre population, on a le semi-tendineux qui est le plus souple, d'accord ? Et le sillon membraneux et le biceps fémoral qui sont un peu plus raides. On a associé ces valeurs de souplesse à des paramètres de force. J'en ai retenu que deux. La force concentrique des quadriceps et la force excentrique des ischio-jambiers. Si vous vous souvenez bien, c'est les paramètres qui définissent le ratio fonctionnel, ce qu'on retrouve sur le sprint au moment de la blessure, du risque de blessure le plus important, à la fin de la phase d'envol, où on a un raccourcissement des ischio-jambiers et un allongement un raccourcissement des quadriceps et un allongement des ischio-jambiers. Plus cette valeur va différer, plus cette valeur excentrique sera plus faible par rapport au quadriceps, à la force des quadriceps, plus on aura un risque important de blessure. Donc là, vous voyez qu'au sein de notre population, on a des valeurs qui sont plutôt équilibrées, donc en moyenne, on a un risque qui ne serait pas très faible. Par contre, vous voyez qu'on a une variabilité extrêmement importante, et du coup, ce sera intéressant pour nous d'aller voir où se trouve chacun de nos sports dans cette population générale. On l'a fait sur jambe dominante, jambe non dominante, mais je ne vais pas vous présenter tout ce résultat, je vais juste garder une jambe.
Donc ici, on a différencié chacun des sports testés. On a testé football, sabre, taekwondo, sprinter et hockey sur gazon. Vous avez ici le couple de force maximale des quadriceps à vitesse rapide et le couple de force maximale des ischio-jambiers en excentrique. Ce qu'on peut voir, c'est que sur le quadriceps, on a une production de force maximale atteinte par les athlètes et les footballeurs. Ça veut dire que pendant un sprint, ces deux populations-là seraient plus à même d'apporter ou de créer des contraintes importantes sur les ischio-jambiers. Plus on va avoir une fraction importante des quadriceps, plus notre jambe va accélérer, va se tendre vers l'avant, et donc plus nos ischio-jambiers vont devoir subir une force importante en excentrique. Comme la nature est bien faite, on voit que ces deux sports ont aussi la capacité excentrique la plus importante au niveau des ischio-jambiers. Donc ils produisent une contrainte plus importante, mais ils ont une capacité d'y répondre avec des ischio-jambiers plus forts. On voit cependant que les athlètes, s'ils produisent le plus de contraintes, au niveau des ischio-jambiers, ils sont un peu plus faibles que les footballeurs. Donc là, on a vu les paramètres de force. Maintenant, si on s'intéresse à la souplesse qui va nous renvoyer à la capacité du muscle à dissiper toute cette énergie emmagasinée par la jambe. Eh bien, on voit sur chacun des muscles, donc je vous rappelle, plus c'est important, plus c'est raide, on voit qu'on a des différences entre les sports. Si on s'intéresse juste, par exemple, au semi-membraneux, vous voyez que, et ça peut paraître logique, le muscle le plus souple, le semi-membraneux, la population la plus souple, c'est la population de taekwondoïstes. Donc ça nous donne quoi comme information? Ça donne que notre outil, il est quand même assez fiable pour renvoyer des impressions qu'on a du terrain ou en tout cas de notre observation des propriétés des ischio-jambiers chez nos athlètes. On remarque aussi que les hockeyeurs sur gazon ont des ischios les plus raides de notre population. Et ensuite, on a les athlètes qui arrivent ici. Et ce qui est intéressant, ou pas d'ailleurs, c'est que cette population d'athlètes, donc on a vu qu'ils posaient plus de contraintes, en plus, ils ont les ischios qui sont quasiment les plus raides de notre population, c'est aussi la population qui est le plus touchée par ce genre de blessure. Donc c'est des paramètres qui sont intéressants, mis bout à bout, et qui peuvent nous dire que l'utilisation de tous ces paramètres pourrait nous aider à mieux prédire dans l'avenir les risques de blessure. Donc à retenir, on a un effet du sport sur les propriétés mécaniques des ischio-jambiers, et les athlètes et footballeurs sembleraient en mesure dans nos populations de produire plus de contraintes sur les ischio-jambiers. L'élastographie apporte des informations complémentaires sur l'élasticité des muscles, et on a aussi une raideur qui semble suivre lors d'incidence des lésions. Donc le biceps fémoral qui est le plus raide, c'est le muscle aussi le plus touché. Et donc ça semble être un outil prometteur et complémentaire des tests isocinétiques. J'ai peut-être zappé cette diapo. Qu'est-ce qu'on regarde dans le futur? Après, je vais laisser la main à Renaud après. Qu'est-ce qu'on regarde pour le futur pour encore aller plus loin dans cette compréhension du mécanisme des ischio-jambiers? On va essayer d'améliorer les méthodes d'imagerie, notamment ici avec le pôle médical de l'INSEP, où on va essayer de travailler sur une méthode qui s'appelle l'imagerie par tenseur de diffusion, qui nous permet d'avoir une analyse morphologique des ischio-jambiers, où on a ici la reconstruction de chacun des faisceaux musculaires au sein des muscles semi-membraneux, semi-tendineux et biceps fémoral. Donc c'est des études qui vont commencer, ou en tout cas des études préalables qui vont commencer cette année. Donc quels outils maintenant on met en place pour optimiser la performance chez les athlètes de haut niveau? Donc on va notamment utiliser le renforcement excentrique sur ergomètre isocinétique, où vous allez voir sur la prochaine partie, donc cette vidéo, comment ça se réalise. Donc là, l'athlète, le sportif est sur l'appareil et il va devoir résister à l'appareil ici. Donc il va produire une force de flexion, il va vers le bas et l'appareil va l'obliger à monter. Donc en gros, pendant ce moment-là, ces ischio-jambiers vont s'allonger tout en produisant une force. Qu'est-ce que ça permet de faire au niveau du muscle lorsqu'on réalise cet entraînement de manière chronique? Eh bien, on va avoir dans un premier temps une diminution de la contribution des faisceaux musculaires. Donc en gros, les faisceaux sont plus protégés après un exercice excentrique. On a aussi un changement d'architecture, un allongement des faisceaux des fibres musculaires, une diminution de l'angle de pénétration, et là aussi, ça permet de diminuer la contrainte sur les fibres. Et au niveau nerveux, on va avoir une synchronisation accrue des fibres musculaires, des unités motrices qui vont permettre de synchroniser, d'utiliser plus de fibres musculaires, de mieux répartir la contrainte.
Et on va avoir un seuil de recrutement des fibres plus faible, qui vont permettre de recruter plus de fibres de type 1 qui sont moins sujettes aux blessures musculaires. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue sur une étude de cas chez un athlète qui présentait, ici vous pouvez le voir, des déficits de force assez importants sur la jambe non dominante par rapport à sa jambe dominante. Donc ici, force maximale des ischio-jambiers en isométrie, force maximale excentrique, et les ratios fonctionnels et conventionnels. Donc après une période de 6 mois d'entraînement, on a un rééquilibrage de ces valeurs-là, surtout sur le ratio fonctionnel, la force excentrique et force isométrique. Et depuis cette prise en charge de cet athlète, plus de blessures à signaler d'un point de vue des ischio-jambiers, ce qui a permis d'élever de manière notable ses performances. Donc je vais passer maintenant la main à Renaud, qui va vous présenter un petit peu... Merci Simon, bonjour à tous. Et moi évidemment je suis là pour témoigner, donc mon vocabulaire et ce que je vais vous raconter c'est beaucoup plus empirique. Je vais commencer par des anecdotes bien sûr, parce que nous les entraîneurs, ce qu'on propose aux athlètes, le chemin qu'on leur propose, et ça me permet juste de dire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à la réussite. Et ça, moi, j'en suis convaincu. Les chemins qu'on propose, ils sont basés sur nos expériences. Donc, sur le sujet, c'est les ischio-jambiers et c'est les lésions musculaires aux ischio-jambiers. L'anecdote que je vais vous raconter, c'était l'année 2004. En 2004, j'entraînais Ladji Doucouré, qui vient de prendre sa retraite le week-end dernier. Et c'était un garçon extrêmement talentueux, qui était capable de courir très très vite. On avait intégré progressivement, il avait commencé par les épreuves combinées, et on avait intégré progressivement dans son entraînement des cycles de développement sur la chaîne des extenseurs avec Jacques Kièvre, qui était quelqu'un qui avait le job de Gaël à l'époque. On évaluait tout ça avec la machine Ariel, on partait sur les cycles d'entraînement et on évaluait à nouveau tout ça. Et donc très vite il a amélioré son niveau de performance, il est devenu extrêmement performant. Et puis on est l'année olympique en 2004 et il se blesse 3 fois les ischio-jambiers. Donc une première lésion le jour des championnats de France indoor. Derrière il suit un protocole de soins. Moi je reste avec les autres athlètes au stade couvert. Il revient en me disant c'est bon, je suis réparé. Il reprend, il se répète. Là on commence à être mars-avril. Ensuite, donc il repart faire des soins, il revient et on est début mai et il se répète. Et les Jeux Olympiques étaient au mois d'août. Et là on me dit écoute, va consulter Hakim Chalabi. À l'époque c'était le médecin du Paris Saint-Germain, un ancien judoka qui était médecin d'abord du Stade Français Rugby, puis Paris Saint-Germain, et le professeur Saillant, Gérard Saillant, qui est voilà, un chirurgien bien connu, aujourd'hui en retraite. Et donc je suis allé voir ces 2 médecins et je leur ai dit écoutez, moi je suis désespéré, il peut faire des grandes choses, mais les ischios tiennent pas, quoi, ça pète. Et là les 2 médecins m'ont dit écoute, les ischios à 99% des cas ils pètent en excentrique. C'est très très rare les cas de lésions en concentrique. Et il me dit tu nous le laisses. Et Chalabi m'a fait un protocole, il l'a pris en main parce qu'à l'époque il avait une consultation à côté de la clinique des sports. Et il a commencé donc évidemment par être sûr avec échographie IRM que la cicatrisation était à peu près claire. Ensuite il a commencé à le renforcer en concentrique sur une machine qui s'appelle le Biodex. Celle qu'on voit sur les images de Simon, c'est Contrex, mais c'est la même chose, hein. C'est de l'isocinétisme. Donc il a commencé en concentrique, il a fait... et moi je suis allé à chaque séance. Contrairement là, il m'a dit je veux que tu viennes. Donc là je lui ai fait confiance, j'avais pas d'autre choix de toute façon, sinon c'était les JO à la télé. Et donc il a commencé à faire du concentrique pendant 1 semaine, 10 jours. Après il lui a fait faire de l'excentrique à vitesse lente. Donc la machine à 30 degrés seconde, un déplacement comme ça. Au début, des valeurs très très faibles en Newton, donc une incapacité à produire de la force sur des vitesses lentes. On était, je sais pas, sur des 120 Newtons, ça doit être
les forces qu'il y a dans les ischios de mon fils qui a 12 ans. Et très vite, évidemment, c'est des garçons talentueux. Il a monté les valeurs à plus de 200 newtons. Après, le médecin m'a dit, on va accélérer la vitesse. Donc on passe à 60 degrés seconde. Là, ça va plus vite. Avec là aussi au début, peu de force. Et puis 2-3 séances, la force décolle. Ensuite, comme ça, on a avancé de semaine en semaine. Et puis un jour, le médecin m'a dit on était à 120 degrés seconde. Il était capable de produire des forces oui, qui étaient proches des 250, 280 newtons. Et il m'a dit écoute, là tu peux y aller, tu lui mets des haies et il peut courir à fond. Je lui ai dit mais c'est pas possible, ça fait 2 mois et demi que le gars n'a pas fait des haies ou quoi que ce soit. Il dit écoute, il peut se péter le lobe de l'oreille, mais il se pètera plus les ischios. Avec les valeurs qu'il développe, la force qu'il développe, avec les vitesses d'ouverture du genou, tu peux y aller. Donc évidemment, je ne l'ai pas mis à fond sur 1 cm haie, mais très vite, en très très peu de temps, il a d'abord, en l'espace de 10 jours, passé des haies tout simplement à 1 mètre, avec des écarts réduits. Et à peine 15 jours après que le médecin m'ait dit feu vert pour reprendre, il fait ses minima olympiques à Villeneuve d'Ascq, je crois, en faisant tout de suite des bons chronos. Et après, il a battu le record de France 2 fois aux Jeux Olympiques à Athènes. Après, évidemment, pour la suite, bon, moi, là-dessus, ma relation avec l'isocinétique, c'était quand un mec est blessé du coup. Donc évidemment, j'avais intégré le fait qu'à chaque lésion, il fallait essayer de travailler sur ce protocole-là. Et puis à nouveau, je me suis retrouvé confronté en 2010 avec une autre athlète qui s'appelle Héloïse Le Sueur sur le saut en longueur. Au Stade de France, elle se pète un ischio en sortie de planche et elle regarde les championnats d'Europe de Barcelone à la télévision, alors que c'est un championnat d'Europe où ça rigolait bien pour l'équipe de France, très très dur psychologiquement. Et c'est là, donc, cette année 2010, que je me suis rapproché de Gaël Guillem, et qu'en échangeant, on est parti du principe qu'il fallait aller plus loin. Et donc on a commencé à intégrer l'isocinétisme, non pas quand l'athlète est blessé, mais de le conserver et de l'insérer et de le planifier dans la planification globale. Et au jour d'aujourd'hui, donc avec Gaël évidemment, on a avancé comme ça tous les deux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Simon plonge les mains dans le cambouis pour aller encore plus loin, parce que vous comprenez bien l'enjeu pour l'athlétisme, pour d'autres sports évidemment, mais nous, on peut perdre énormément de médailles, on perd énormément de médailles encore, sur des lésions aux ischio-jambiers, c'est un grand classique, et on n'a pas trouvé la solution. Et on continue de travailler là-dedans. Mais aujourd'hui, on est à un niveau de collaboration où, par exemple, aujourd'hui, moi j'entraîne les sauteurs en longueur, donc Cafétien Gomis, qui a 36 ans, était en finale des Jeux Olympiques. Et pour les sauteurs en longueur, eh bien, au mois d'octobre, quand on est dans le cycle de reprise, eh bien, ils commencent 2 fois par semaine sur la machine, le mardi, le vendredi. Ils font du concentrique. Ensuite, au mois de novembre, par exemple, on commence à entrer sur un cycle de développement. Ils font de l'excentrique à vitesse lente. Au mois de décembre, on augmente la vitesse, et avec toujours cette même idée de développer d'abord un niveau de force, et ensuite de répéter ces niveaux de force en augmentant la vitesse. Donc en décembre, quand on prépare une saison en salle, où vraiment l'objectif de l'indoor c'est fin février, début mars, eh bien on passe sur des vitesses à 90 degrés par seconde. À chaque fois, c'est pas très long. Il y a un échauffement en concentrique, d'abord à vitesse rapide, donc voum, 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 voum. Là c'est l'athlète qui déplace la machine. Ensuite, il y a un petit travail de concentrique à vitesse lente, où là vraiment on sent que ça brûle bien, ça rentre bien dans le muscle. Et après, ils ont 3 séries de 3. Ils ont 3 séries de 3 pour développer ce que moi j'appellerais la puissance maximale excentrique. Voilà. Et pour en parler aussi avec Gérard Saillant, lui est extrêmement convaincu que le niveau de résistance de ces tissus-là, de ces câbles-là, est vraiment lié à cette puissance maximale excentrique. Donc après, en janvier, on va passer à 120 degrés seconde. En période de compétition, on garde une séance par semaine. Donc en gros, tout l'hiver, ils en font 2 par semaine.
mais en étant, je veux dire, sain. C'est pas des protocoles. On est clairement dans de la prévention des blessures, dans de la prophylaxie. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aujourd'hui? Il n'y a pas que moi qui travaille dans ce sens. Évidemment, Gaël a depuis 2014 travaillé avec Jimmy Vico, qui avait de sérieux problèmes. Mon collègue Guillaume Tanon s'était rapproché de Gaël à l'époque, après les championnats d'Europe de Zurich. Et à chaque fois, là aussi, il y a eu pas mal d'échanges aussi avec le médecin fédéral, avec Claire Fontaine aussi, le centre technique là-bas, qui a des protocoles là aussi particuliers. Jimmy, par exemple, lui, il avait une particularité, hein, je crois que c'est que sur les vitesses lentes, ça lui générait des spasmes et des tensions qui, et d'une, le mettaient pas en confiance sur la machine. Donc ils ont adapté le programme et lui il passe direct à des vitesses à 60 degrés par seconde parce que physiologiquement c'est plus adapté, mais ça c'est plus Gaël qui en parlera. Pascal Martino-Lagarde aussi travaille avec le labo là aussi sur la prévention des blessures aux ischios. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné. Tous nos grands athlètes, ils sont soumis à ces problématiques de blessures aux ischio-jambiers. Alors, moi, j'ai pas la réponse. Je sais simplement que on a encore des blessures, même sur ces athlètes-là. Donc, c'est pas l'arme infaillible. Mais aujourd'hui, par exemple, pour revenir aux athlètes que j'entraîne, je complète, je limite pas le renforcement des ischios à ça. C'est-à-dire que 3 fois dans la semaine, ils font ce que moi j'appelle du fonctionnel. C'est-à-dire qu'ils vont faire, dans le stade couvert, on a une machine qui s'appelle la Seated Leg Curl. Donc c'est la machine à ischio assise. Et en gros, on en a parlé avec Simon, moi j'aime bien faire un complément de ce qui est fait là. Là c'est 3 séries de 3 où on cherche à développer la puissance excentrique. Mais je vais leur mettre des 4 séries de 10 sur des charges à 80 kg à 2 jambes le lundi, les jours où ils n'ont pas isocinétisme. Donc en gros, il y a une attention sur les ischio-jambiers quasiment quotidienne, quasiment tous les jours. Moi j'ai aujourd'hui la conviction, le sentiment que si on veut limiter les risques de blessure, il faut qu'on ait des ischios qui soient forts et étirables. Les deux conditions. Alors, s'ils sont forts mais pas étirables, c'est bof. Si ils sont très souples mais pas capables de produire de la force, c'est bof aussi. Et il y a aussi cette idée, pourquoi on va sur l'isocinétisme? Parce qu'en salle de muscu, on ne peut pas régler la vitesse. Vous ne pouvez pas régler la vitesse. Et le gros intérêt aussi, vous savez, quand un athlète a commencé à se blesser aux ischio-jambiers, il y a le paramètre psychologique. C'est qu'il y a la confiance. Et les athlètes sortent de ces séances-là avec de la confiance, plus de confiance. Ils le disent eux-mêmes. Ils disent, là je sens que mes ischios, ils tiennent, quoi. Donc ça, c'est important aussi. Je crois que c'est un paramètre, tu l'as bien dit, c'est multifactoriel. Voilà, on en est là, on chemine, comme tous les gens dans le haut niveau. On essaye aussi, là, depuis 2 ans, sur le haut niveau. Il y a Mounir Chenaoui, qui est un chercheur qui travaille avec nous sur détecter la fatigue physiologique. Donc, c'est des prélèvements de salive pour essayer de voir dans la salive 2 marqueurs de la fatigue physiologique que sont testostérone et cortisol. Gaël aussi a collaboré avec nous là-dessus. Ça, c'est des feedbacks aussi que les entraîneurs ont besoin parce qu'il y a plein de causes. Pour revenir à la technique, ce que me disait Gérard Saillant, c'est que pour lui, la phase critique pour les ischio-jambiers, c'est quand, vous savez, les ischios, ils sont à la fois extenseurs de hanche et fléchisseurs du genou. Donc en fait, quand ici, la cuisse, quand la cuisse va être à l'horizontale et que le pied va dépasser le genou, voilà. Là, on a les ischios qui vont être étirés par en haut, évidemment, par la flexion de hanche. Et ici, d'après Gérard Saillant, encore une fois, c'est à ce moment-là que les ischios, principalement, alors évidemment, il y a plusieurs faisceaux, il y a plein de choses ou quoi. Donc on va voir aussi des athlètes, par exemple, qui vont shooter techniquement parce qu'ils ont une image de voir certains athlètes, l'idée qu'il faut griffer devant ou des choses comme ça. Et ça peut être cause de blessure aussi. Une mauvaise technique de course peut engendrer des blessures. Mais voilà, aujourd'hui... autre chose, dans les explications, ce
que j'aime bien aussi dire, c'est que, vous savez, quand Usain Bolt il est lancé à 45 km/h, c'est dans son 9,58, c'est quasiment ça. Il y a un 20 mètres qui est couru en 1 seconde 61, 45 à l'heure, c'est 1,60 au 20 mètres. Donc en gros, entre Norbert le disait tout à l'heure, le pic de vitesse max, il est à peu près pour Bolt à 65 mètres de course après le départ. Bon, pour Robin Agère, c'est au bout de 20 mètres, il l'a dit lui-même. Et bien quand Bolt, c'est un peu la question du cheval blanc d'Henri IV, c'est quand Bolt court à 45 à l'heure, à quelle vitesse est son pied quand il pose le pied au sol, quand il est lancé? Bon là, évidemment, j'ai affaire à des gens qui ne vont pas tomber dans le piège, mais 0 km/h, évidemment. Donc en gros, on a le centre de gravité de Bolt qui se déplace à 45 km/h, on est d'accord, mais à chaque fois que son pied se pose au sol, et il se pose, c'est pas un aéroglisseur, Usain Bolt. Donc son pied, il passe de 0 km/h, il double le centre de gravité, et il se repose devant. Évidemment, il y a toujours une prise d'avance, parce que sinon on se casse la figure. Le sprinter, il a une prise d'avance qui est la plus petite possible pour qu'il y ait le moins de freinage possible, le moins d'amortissement possible. On est bien d'accord. Le sauteur en longueur, il pose le pied un peu plus loin et le sauteur en hauteur encore plus loin. C'est cette prise d'avance qui va déterminer l'angle d'envol du coureur. Le coureur a un angle d'envol. Il doit être le plus plat possible, enfin le plus proche possible de l'horizontale. Et bien donc monsieur Bolt et tous nos sprinters, ils ont donc les ischios qui ont comme boulot de déplacer une masse de 4 à 5 kg qui est le pied, le mollet, ça pèse à peu près, c'est ça, 4 à 5 kg. Le boulot des ischios, c'est de ramener le pied de l'autre côté et de doubler le centre de gravité. Donc les vitesses, les accélérations, et c'est surtout la décélération qui est hyper violente. C'est-à-dire que le pied du Usain Bolt, il va passer de 0 à 90 km/h et il va redécélérer de 90 km/h à 0. Et c'est sur cette phase de décélération du pied, de cette masse de 4 à 5 kg qu'on projette à très grande vitesse, c'est les ischios qui vont freiner cette masse et qui vont encaisser cette violence extrême. D'où l'idée d'avoir un cycle et un travail de développement de la puissance maximale excentrique. Alors sur la machine de Simon et de Gaël, on ne peut pas atteindre les vitesses. Évidemment, on est très loin. Nous, on va à 120 degrés secondes. On en est très 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 loin. Mais c'est mieux que rien. Voilà. Merci. Renaud. Merci. Pour ceux qui n'ont pas compris le langage scientifique, c'était la traduction, et c'était limpide, en tout cas pour moi. Vraiment, merci beaucoup Renaud. Et en fait, 4 kg, c'est le poids que ça peut faire, mais comme tu l'as dit, les accels et les décels augmentent très largement les forces de propulsion et de freinage. Et merci encore pour ce témoignage. Non, merci sincèrement à Gaël, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont pu aller dans des championnats avec des bons ischios grâce à lui depuis maintenant 7 ans, 6-7 ans. Bon, je ne confirme pas cette information. Nous, on met à disposition des outils et c'est eux qui font les perfs. Mais merci pour le petit mot. Pas facile de faire la transition derrière ça. Norbert avait une question à vous poser. Alors, deux questions sur ce passe à vidéo, il n'y a pas de critique dedans, c'est simplement des points de positionnement. Sur la première question, Simon, ça va surtout à toi, parce que tu parlais de stratégie tout à l'heure au niveau de la course, donc tu observes donc des sollicitations musculaires différentes sur les ischios. Et alors je me disais qu'apparemment ton travail consistait peut-être à éventuellement rééquilibrer certaines zones qui seraient peut-être moins fortes que d'autres. Tout à l'heure, Renaud, on a parlé tout à l'heure, cette relativité aussi qui fait que les individus nous apprennent des tas de choses, les sportifs. Je me dis que si on avait étudié Michael Johnson et puis Carl Lewis, avec deux sollicitations musculaires extrêmement différentes, le vilain canard boiteux qui court de façon rasante, et puis la longue foulée de Carl Lewis, on aurait peut-être donc trouvé des signatures tellement différentes que je pense qu'on aurait peut-être pris dans certains cas le risque de vouloir étirer les ischio-jambiers de Michael Johnson au point de les péter. Donc cette première réflexion, c'est pour dire qu'on a aussi des signatures musculaires dans lesquelles on est obligé de s'inscrire et qui ne s'inscrivent pas dans le normal ou la normalité, tu vois. Donc on a des fois des paris très compliqués. Et puis la deuxième question, alors moi c'est mon positionnement par rapport à ça, comme Renaud, je suis resté très longtemps dans la clé, il dit encore, pour moi les blessures musculaires des ischios, elles se situent à deux niveaux, mais je vais parler surtout de la seconde, alors soit dans le corps musculaire, du muscle, soit une des grandes blessures, c'est la jonction myotendineuse. Et l'une des problématiques que l'on a comme entraîneur,
Je suis tout à fait d'accord avec la stratégie de formation par le Cybex et de renforcement, mais l'une des problématiques que l'on a, c'est qu'il y a trois choses qu'on n'explore pas néanmoins à travers l'utilisation du Cybex. C'est les vitesses, il en a parlé, angulaires, donc on sait qu'il y a une limite là qui fait que je peux être très fort à une vitesse particulière, mais dans le contexte de la réalisation d'un 100 mètres à plein pot ou dans d'autres sports, je suis dans une autre vitesse spécifique. Et un deuxième problème, c'est qu'on ne renforce pas dans les amplitudes, en allant chercher les amplitudes extrêmes qu'ils peuvent avoir par moment, et que je pense qu'on est souvent en sous-vitesse, mais aussi en sous-amplitude. Or, la jonction myotendineuse est fragilisée dans les grandes amplitudes. Le troisième élément pour moi, c'est aussi donc, ce que j'appellerais le coupling time, c'est-à-dire un renforcement qui tient compte, comme on l'a avec le WAF, la proprioception aussi, ce problème de savoir si la personne qui est forte dans un coupling time classique est également forte dans un coupling time qui est très court, c'est-à-dire où la phase excentrique précède une phase concentrique extrêmement rapide. Or, je pense que ça rejoint l'histoire de la vitesse angulaire. Je pense qu'on a une problématique là qui est une difficulté quand même à préparer les gens aux endroits vraiment, tu vois, spécifiques, et vous y êtes pour rien, je ne sais pas si un jour on pourrait le faire, mais je pense qu'en tout cas, un entraînement complémentaire est nécessaire. Ce que tu appelles peut-être, Renaud, ton éducation, comment tu l'as dit, j'ai mis athlétique, je ne sais pas, tu as employé un mot ou un terme, fonctionnel. Fonctionnel, ouais. Voilà. Ouais, c'est les machines Schnell, tout ce qui est balistique, et tout ça. Ça, pour moi, évidemment, c'est un ensemble. Et... Vas-y. Juste une petite synthèse parce qu'il y a beaucoup de questions. Ouais, je vais essayer de tout répondre. J'ai tout noté un peu dans un coin de la tête. Sur la première question, évidemment, on va pas réapprendre à courir à des sportifs qui ont évolué toute leur vie avec des signatures individuelles. Et ces signatures individuelles, elles font ce qu'ils sont. Et c'est de cette manière-là qu'ils ont atteint ce haut niveau. Donc on va pas réapprendre. L'idée, là, c'était juste une ouverture. Hein. C'était pas, j'ai pas dit qu'on allait absolument faire ça, qu'il fallait absolument faire ça. L'idée, c'est qu'il a été montré, notamment sur la gestion de la douleur, que les personnes qui arrivaient le mieux à gérer, à distribuer la force de manière volontaire, volontairement à mieux distribuer la force parmi leurs muscles, étaient les personnes qui s'adaptaient le mieux à la douleur. Donc là, c'est pas réapprendre à courir, c'est juste apprendre à mieux contrôler ses ischio-jambiers de manière volontaire. C'est juste ça, et c'est juste un facteur parmi d'autres, une proposition parmi d'autres, et ça va pas tout remplacer. Le contrôle volontaire. Ouais. Comment ? Je suis gêné par la notion de contrôle volontaire à des vitesses. Ah oui, non, mais là, c'est bien sûr. Non, mais c'est pas l'objectif, c'est pas de recréer la condition du sprint, c'est juste, c'est un apprentissage moteur complémentaire. Et là encore, on va pas réapprendre, et c'est juste une proposition parmi d'autres. Sur le Cybex ou le Contrex, sur les vitesses, alors déjà, ce qu'on sait par rapport à la relation force-vitesse, on a un plafonnement de la force, plus la vitesse augmente, moins la force va. On n'a pas de variations de force qui sont extrêmement importantes en excentrique. Donc, effectivement, les vitesses augmentent, mais les niveaux de force produits sont peu différents, déjà. Et par rapport aux amplitudes, si on arrive quand même à recréer, en tout cas sur la position du Contrex, c'est à peu près la position qu'on a en fin de phase d'envol. Au niveau de la flexion de hanche, on retrouve à peu près cette flexion de hanche en fin de phase d'envol, et après c'est effectivement cette position du genou qui va aller tendre vers l'avant et chercher l'appui. Donc on sent... non mais on s'en approche en tout cas. De la position que j'appelle la plus, enfin pour moi la plus délicate. Il y a celle qui est votre Renault, mais il y a celle aussi de la saisie d'appui, de la pose d'appui devant, qui est un moment où, comme tu le dis, le pied va s'arrêter, s'il n'est pas solide en bassin, il peut y avoir des reculs, et il y a un moment de grande gravité, une amplitude entre bassin et pied qui est très importante à traîner. Non mais de toute façon, on est bien d'accord que si tu veux, la position, le Contrex ou le... Tu vois, même à la limite, si un jour Contrex me fabrique une machine où je peux mettre les athlètes comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Avec ici, tu vois, un appui et une extension de hanche comme ça, et tu vois, et un transverse qui est mobilisé et tout, je prends. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf que, voilà, pour l'instant, c'est mieux qu'on est. Ne faites pas dire ce que le Biodex ou le Cybex ne peut pas dire. Il y a un problème, monsieur Frey ? C'est la petite tribune à chaque fois. J'ai pas un problème. Le Biodex, le Cybex, comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est un outil d'évaluation à un angle donné, à une vitesse donnée, point barre, dans un axe.
On ne tient pas compte d'une éventuelle rotation de bassin, une éventuelle rotation de bassin associée, puisqu'il caille dans le fauteuil et ne bouge pas. D'accord. Sur ce que tu dis, on le teste nous en chaise ouverte, alors que le sportif va poser son pied et avec l'impact et la décélération, comme tu dis, avec impact au sol, on est en chaîne fermée. Donc on ne teste pas du tout la vitesse. C'est un outil d'évaluation qui évalue une partie de l'activité des ischio-jambiers. Quand on vous dit les déficitaires à 60 degrés ou à 180 degrés ou 240 degrés par seconde, ou à 60 degrés pour la vitesse lente, puisqu'on le fait principalement sur la vitesse lente, on est loin des vitesses de décélération de nos sportifs. Est-ce que si j'ai un déficit à 60 degrés en excentrique sur le test isocinétique, je l'ai forcément et ça m'explique pourquoi il a eu sa lésion à un moment donné en phase de décélération la plupart du temps. Je ne peux pas répondre. Enfin, on ne peut pas répondre. Nous, on va vous donner une valeur. Quand on fait en préventif, quand j'ai un déficit, on se dit vaudrait mieux le réparer et le faire travailler pour qu'on ait un ratio qui soit dans les normes. C'est des normes internationales sur population lambda et pas sur population spécifique par groupe de disciplines. Travail qu'on pourrait faire, mais ça veut dire qu'il faut se taper toute la base de données, l'analyser et essayer de faire des normes par sport et dans les sports par discipline. D'accord. Donc il y a un travail à faire. S'il y a des étudiants dans la salle, je suis preneur. Je t'appelle au passage. Et voilà, c'est tout. Ça ne fait que ça, hein, le test isocinétique. C'est, comme tu l'as dit, une première partie d'évaluation, mais c'est pas tout et que pour l'instant on n'a pas d'outils qui nous permettent de tester là-dessus. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il nous semble que en développant la force la plus élevée à une vitesse la plus élevée possible, il nous semble que ça réduit les risques de blessures aux ischio-jambiers. Voilà. Et pas aller plus loin. Et pour finir, nous justement c'est vers là où on veut aller, vers plus de fonctionnel. On veut aller sur des tests en course à pied, en tâche écologique dans un premier temps, sur tapis de course, même si ça ne recrée pas les vitesses de sprint, on est à peu près à 8 mètres secondes alors que c'est 12 mètres secondes, mais on veut se rapprocher de plus en plus de l'évaluation de ses qualités, de l'étirement du muscle, de la production de force du muscle pendant les tâches écologiques. Et donc pour l'instant on n'y est pas encore, mais on avance petit à petit, d'abord sur les tâches écologiques comme sur le Contrex, puis plus tard sur la course à pied, dans 2 ans. Peut-être un petit commentaire sur la question que tu évoquais, Norbert, sur les amplitudes. Effectivement, on fait dans cette position. Tu as des auteurs dans des revues cliniques aussi qui proposent une flexion de hanche plus marquée, notamment pour reproduire ce que tu n'as pas évoqué, mais je pensais à ça que tu pensais aussi aux hurdlers qui, là, pour le coup, sont sur des angles de hanche encore plus fléchis, avec des vitesses aussi de jambes monstrueuses et qui sont confrontés à ça. Et je pensais que tu allais aller sur la notion aussi du fait qu'on l'a vu dans un seul plan. Donc évidemment, on a les rotations, le bassin qui joue énormément. Donc évidemment, c'est pas panacée, Renaud le dit très bien. Et puis il y a des études maintenant très prospectives sur des cohortes très importantes, effectivement plutôt des footeux, mais sur plusieurs années, qui tentent à relativiser l'intérêt de l'évaluation isocinétique dans la prédiction. C'est aussi pour ça qu'on essaye d'aller vers une signature individuelle de chacun des muscles. Je ne sais pas si on a assez mis l'accent là-dessus, mais une des vraies limites de ces méthodes aujourd'hui, c'est le fait que ça reflète quelque chose de global. La force, la souplesse articulaire, c'est global. Et vous pouvez avoir un sportif qui retrouve, mais même on le fait nous aussi en recherche, vous voyez, c'est à l'écran. On rétablit des valeurs, Alain l'a dit, ça ne veut pas pour autant dire que le muscle touché, il a récupéré ses propriétés initiales. Il peut y avoir des compensations, des muscles synergistes qui viennent rattraper le retard pris par le muscle à côté, et on sait encore moins quelle est l'élasticité de ce muscle. Donc on avance petit à petit, mais les techniques proposées par Simon, qui peuvent parfois être complexes à comprendre, nous permettent quand même d'évaluer la répartition de cette contrainte au sein de chacun des muscles. Et de regarder le suivi, ça on n'en a pas parlé, mais on a quelques données sur des athlètes qu'on a suivis, pré- et post-lésion. On va pouvoir essayer de regarder, le travail qu'on mène avec Alain, voir si ils recouvrent pas la capacité initiale. Mais c'est bien de nous rappeler à nos limites, par raison, c'est hyper important. Une autre question ? La stratégie inter-individuelle est différente. Est-ce que la stratégie intra-individuelle est reproductible ou pas? Reproductibilité de nos mesures? Ah oui. Absolument, on mesure la reproductibilité. C'est une très bonne question. Dans nos projets, on mesure la... Je pose cette question parce que nous on a fait des mesures, mais pas en vitesse. Mais lors d'exercices d'endurance, on s'est aperçu qu'au cours d'exercices de relativement longue durée,
il y a des recrutements différents, temporels et spatiaux, des fils musculaires. En quelque sorte, certaines se reposent pendant que d'autres travaillent, qui étaient au repos auparavant, etc. Alors, est-ce que pour la vitesse, c'est la même chose quoi? Lors d'exercices de longue durée, je ne sais pas. En intra-individuel. Oui. Là, pour l'instant, effectivement, on est sur une première étape. On est pas Sur la vitesse, je ne sais pas si je l'ai assez dit, mais on est sur des tâches contrôlées, en isométrie. Donc on ne se rapproche pas pour l'instant de ce qui est en sprint. Ce qu'on mesure, effectivement, on mesure la reproductibilité de ces mesures d'une séance à l'autre. Ça a été montré dans Une étude similaire précédente qui a déjà été faite, que ces stratégies se recoupaient d'une séance à une autre, donc étaient reproductibles, étaient assez stables. Et sur le reste de nos mesures, effectivement, on mesure la variabilité, la reproductibilité à chaque fois, et pour l'instant, c'est reproductible, pour l'instant. Ce qui est très difficile quand ça va vite, c'est que l'EMG peut s'avérer non fiable pour analyser des mouvements extrêmement rapides, les timing d'activation. C'est une vraie difficulté. Et là, pour le coup, l'élasto ne va pas nous aider parce qu'on n'est pas capable d'analyser des mouvements si rapides avec l'élasto. Par contre, avec l'écho, on espère des choses intéressantes. C'est le challenge de Simon là, dans sa deuxième année de thèse. D'autres questions? On a fait le tour. Alors, on va remercier une nouvelle fois nos trois intervenants, Robin, Simon et Arnaud d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin pour témoigner, et puis merci à vous de votre participation. On vous promet que pour les prochaines éditions on essaye d'avoir l'amphi, on est vraiment à l'étroit, mais il n'y avait vraiment rien disponible malgré la pression qu'on a mis à l'accueil, donc veuillez nous excuser pour le manque de place. Voilà. Merci encore. Est toujours ouverte. C'est plus grand qu'ici? Non. Bon, pas de souci pour vous.